Salut à tous et excellente année. Nous sommes le 5 janvier 2009 et c'est avec grand plaisir que toute l'équipe de CML Matin vous accueille et vous souhaite une bonne année. Même la régie, je crois qu'ils sont un peu endormis. Ça va en régie? Ouais, ça a l'air d'aller, ils sont réveillés. Allez, ce matin, on va se pencher sur l'infiniment petit en compagnie de deux chercheurs toulousains, Marie-Josée Cazenove et André Gourdon, qui ont collaboré à l'ouvrage collectif Voir l'invisible. Ce matin, justement, on va commencer cette belle année sous les auspices de la recherche scientifique de l'infiniment petit avec nos deux chercheurs, Marie-Josée Cazenove et André Gourdon. Ils ont participé à ce bel ouvrage collectif paru chez Omniscience, Voir l'invisible. Alors ce livre est divisé en 4 parties: voir la matière, voir l'homme, voir l'univers et voir imperceptiblement. Marie-Josée, bonjour. Bonjour. Vous vous situez plutôt au niveau de la matière. Absolument, dans la matière, oui. L'infiniment petit. Sur l'infiniment petit aussi, puisque je travaille sur à regarder, disons, comment s'organisent les atomes dans la matière, en fait, pour comprendre mieux mieux appréhender leurs propriétés ensuite. Comment ça s'est passé la création de ce livre collectif? Vous avez été sollicité justement parce que vous travailliez sur ce qui ne se voit pas à l'œil nu ou Oui, je pense qu'il y a effectivement, il y avait le choix d'un certain nombre de personnes, comme ça, de domaines de recherche certainement, et dans ces domaines de recherche ont été disons, on a contacté un certain nombre de chercheurs et nous faisons partie des chercheurs qui ont été contactés et qui ont répondu favorablement, bien sûr. Et la philosophie sous-jacente de l'ouvrage, alors c'est... Moi, je crois que voir l'invisible, bon, évidemment, c'est un peu paradoxal comme ça, mais voir, dans ce sens-là, c'est certainement commencer à prendre conscience des choses, donc commencer à les connaître, et puis, de ce fait-là, commencer à, justement, à commencer un processus de compréhension. Et comprendre, c'est ne plus craindre, ne plus avoir peur, etc. Je crois que c'est un peu... la philosophie de la compréhension est importante, à mon avis, voilà, pour la connaissance. André Gourdon, vous aussi, vous travaillez dans l'infiniment petit. Votre domaine de recherche, ce sont les nanosciences. Alors, ça fait un peu peur. On parle des nanotechnologies, des trucs qui vont nous manger de l'intérieur, tout ça. C'est quoi les nanosciences, André? Non, les nanosciences, c'est juste l'étude des choses très très petites au nanomètre, c'est-à-dire à la dimension à laquelle on ne pourra plus descendre, sauf à passer dans le nucléaire, dans les hautes énergies. Et donc, moi, je travaille un peu à la frontière ultime, c'est-à-dire en dessous du nanomètre, avec une idée un peu de partir d'en bas, c'est-à-dire partir du tout petit pour aller vers le plus grand, alors que Marie-Jo est plutôt du plus grand vers le plus petit. Et donc, l'idée, nous, c'est de construire des objets, des machines, des dispositifs à partir d'atomes et de molécules. Alors, c'est ce que vous faites. En fait, votre domaine d'application, il a énormément évolué grâce à la technologie. Il y a peut-être 10 ans, vous ne pourriez pas faire... Tout à fait. On fait des choses maintenant qu'on n'imaginait même pas il y a 5 ans. Donc, vous fabriquez quoi? Des moteurs, des petits engrenages, on a vu là les donc images. L'idée, c'est de faire des nanomachines. Il y en a partout dans la nature. On a plein de corps qui sont extrêmement efficaces. Ah, moi-même, j'ai des nanomachines. Voilà. Et il y en a qui produisent 100 kilos de matériaux. Salut Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards. Hein, ces machines sont extrêmement efficaces. Elles produisent 100 kilos de matériaux par jour dans votre corps que vous consommez immédiatement, avec des rendements voisins de 100%, très très proches, elles se réparent elles-mêmes. Et l'idée des chercheurs, c'est de se dire, on peut faire des choses peut-être plus simples que des macromolécules biologiques, mais qui soient aussi efficaces en extrayant l'essentiel, la philosophie de ces nanomachines. Alors pourquoi ça fait peur, ça nous fait peur au grand public? On nous l'explique mal, ça veut dire Il y a eu plusieurs livres comme celui de Crichton là-dessus. Je crois qu'il y a eu une confusion entre les mini-robots en allant tout petit, avec de l'intelligence propre de la reproduction. Ça, ce sera jamais possible, puisqu'il faut une taille critique pour avoir de l'intelligence. Sinon, c'est de la chimie et de la physique, mais la biologie fait déjà ça. On est déjà rassuré, ça existe déjà en fait. On sait que copier l'existant. Voilà. Marie-Josée, vous, ce que vous adorez, c'est les défauts. Voilà, en quelque sorte. C'est curieux, non, un scientifique? La plupart d'entre nous, finalement, je vois le défaut très positivement, en fait. Et oui, alors bon, la petite histoire de cette plaisanterie, c'est vraiment que alors votre fiche s'appelle dans le livre, absolument. Y a-t-il un défaut dans l'avion? Parce qu'on est à Toulouse, donc j'imagine que... Exact. Oui, ça a joué un petit peu, et puis bon, c'est vrai que l'avion, c'est quelque chose aussi... Peut-être parce qu'il y a toujours une petite crainte quelque part aussi quand les gens prennent l'avion, ou pas souvent, etc. Donc, y a-t-il un défaut? Ça me semblait amusant comme titre. Mais l'idée, effectivement, qui est sous-jacente, que je voulais promouvoir là-dessus, c'est que quand on regarde l'organisation atomique, donc on regarde l'organisation à l'échelle atomique, je vais dire, dans ces matériaux, on se rend compte qu'en fait... les défauts, très souvent, sont à l'origine complètement des propriétés remarquables de certains types de matériaux. Les défauts se transforment en qualité nécessaire d'ailleurs, que ce soit par exemple pour un fuselage d'avion. Voilà, dans le cas présent, sur un fuselage d'avion,
C'est à base d'aluminium parce que c'est un matériau très léger. Bon, il a un petit défaut, c'est qu'il n'est pas très résistant. Alors on lui met d'autres composants dedans, des tout petits, enfin en très petite quantité. Et puis ensuite, bon évidemment, il y a un processus, un traitement qui fait que sont générés ainsi des tout petits, des nanos précipités. Et là-dessus, c'est la présence de ces précipités-là qui va permettre de bloquer ce qui est un processus, d'autres petits défauts en fait, qui sont des processus de déformation. Et donc ainsi, ils vont venir se bloquer là-dessus et ça va rendre l'aluminium remarquablement plus résistant et donc apte à devenir, par exemple, un fuselage pour nos avions. Vous avez la même démarche intellectuelle dans vos recherches, André? Nous, on est un petit peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, on part du bas, c'est-à-dire qu'on va imaginer, par exemple, des molécules capables de faire une fonction. On va faire donc des calculs pour imaginer cette fonction. On va ensuite la fabriquer. Et puis, on va la mettre dans un appareil qui va être capable de la manipuler, de l'utiliser une par une. Donc, on est en dessous du nanomètre, disons. Mais comment vous faites avec comment s'appellent les appareils que vous utilisez? Alors, nous, on utilise essentiellement le microscope à effet tunnel. Alors, c'est un appareil qui a été découvert il y a une vingtaine d'années et qui maintenant permet de manipuler un atome à la fois ou une molécule à la fois. C'est-à-dire qu'avec vos petites mains, vous manipulez un atome? Voilà. Enfin, nos petites mains, elles sont prolongées par une pointe, ce qu'on appelle une pointe, qui est en fait un morceau de métal qui est pointu, et puis à l'extrémité de l'extrémité de l'extrémité, il y a toujours un seul atome qui reste. Et la magie de l'effet tunnel, c'est que c'est ce dernier atome qui compte, le reste sert juste de structure pour se tenir l'objet, et c'est ce dernier atome qui va être en interaction avec l'atome ou la molécule. Cet atome, vous l'avez sélectionné parce que par exemple il a une forme de roue dans votre exemple, dans votre fiche. Alors ça c'est l'objet qu'on a fabriqué. Vous l'avez fabriqué, voilà. Et ensuite vous le faites avancer. On le fait tourner dans le sens autour d'un engrenage. Pour nous donner un rapport, nous, donc le grand public, donc vous disiez la taille c'est un milliardième de mètre. Voilà, c'est un milliardième de mètre. On prend un mètre et puis on divise par un milliard. Par un milliard, voilà, on a un. Je visualise très bien là, bizarrement. Nous on est plutôt en dessous, là, les molécules bien fabriquées c'est plutôt en dessous du nanomètre, donc c'est plutôt, disons, à cheveux coupés en 1 million. Dans le sens de l'épaisseur. Voilà, là je visualise encore mieux. Justement, c'est le but de voir l'invisible donc chez Omniscience, cet ouvrage collectif, c'est de transcrire de façon réaliste ou d'avoir une représentation de ce qu'on ne peut pas s'imaginer quelque part. Exactement, c'est exactement ça, pour voir... effectivement, il y a plein de choses, dans l'univers par exemple, il y a une partie sur l'univers aussi, des choses on voit, on en voit très peu finalement. Or on admet qu'il y a les anneaux de Saturne sans les voir tous les jours. Tout à fait. Mais on en a la connaissance, voilà. Dernière question à vous deux, puisque vous êtes chercheurs. Est-ce que ça va bien se passer 2009 pour vos recherches l'un et l'autre? Parce qu'on dit c'est un domaine qui... Voilà, je crois qu'on a, il y a un certain nombre d'inquiétudes parce qu'on est en train de démanteler le CNRS et de le découper en tranches. Oui, on l'a pas dit, votre labo fait partie du CNRS. Voilà. Oui, c'est un laboratoire du CNRS. Et qu'on risque de perdre le côté transdisciplinaire qui était immédiat. Qui était une force. Marie-Jo est physicienne, moi je suis chimiste, il y a d'autres qui sont des théoriciens. La force, c'est qu'on peut échanger les équipes. Bien sûr, maintenant on ne peut pas rester dans une discipline. De toute façon, maintenant, même à l'origine même de la connaissance, c'était déjà comme ça. Il y avait les humanistes qui connaissaient tout, ils avaient même la philosophie, etc. Ce qu'on appelle l'honnête homme du XVIe siècle. Exactement, ils avaient une culture scientifique qui est bien plus vaste finalement, peut-être, dans tout le domaine. Et je crois que les nanosciences, c'est particulier, parce qu'à cette taille-là, on ne sait plus si c'est de la physique, de la chimie. On est vraiment au cœur de la matière. D'où l'utilité d'avoir des équipes pluridisciplinaires. Bon, écoutez, on est avec vous, on est avec le CNRS. Voilà, il faut faire les meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Meilleurs vœux pour 2009 pour vous et vos labos.